Le 20 janvier 2025, Donald Trump devenait officiellement président des États-Unis. Derrière lui, Mark Zuckerberg, aux côtés des dirigeants de Apple et de Google, mais aussi Jeff Bezos, et bien sûr, celui qui a dépensé près de 300 millions de dollars pour sa campagne, Elon Musk. Rarement avait-on vu autant de pouvoir dans une même pièce, car ces hommes ne représentent pas seulement les entreprises les plus riches du monde, ils contrôlent les infrastructures numériques dont dépend notre quotidien, nos communications, nos achats, nos données, nos informations. La panne récente du service cloud de Amazon nous l'a prouvé, on ne peut plus se passer d'eux. Amazon Web Services is investigating an outage that took down some of the world's most popular websites. Outage impacting major websites, major apps, gaming platforms, including Amazon, AT&T. Just look at this list. Delta Airlines, Disney+, Facebook, Hulu, Snapchat, United Airlines, Venmo. More. Une puissance que ces magnats de la tech ont obtenue en s'immisçant dans plein de secteurs d'activité stratégiques qu'ils ont tout fait pour contrôler, avec une emprise qui s'étend sur les médias, la culture, la finance et depuis peu, la politique. And it's one of the things that I'm optimistic about with President Trump. I think he just wants America to win. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans les lois anticoncurrentielles américaines. Ces monopoles ne sont pas légaux. Alors comment ces empires numériques ont-ils pu atteindre une telle taille? Pourquoi les a-t-on laissés grandir? Et surtout, comment est-ce qu'un pays prônant autant le libre marché et les petites entreprises a laissé une poignée de géants contrôler presque l'entièreté de son économie? America's small businesses are the backbone of our communities. Small businesses are the engine of our economy. Small businesses are the backbone of our economy. The backbone of our economy. That are the backbone of our economy. The backbone of our economy. Aujourd'hui, je vous raconte comment une poignée de milliardaires ont pris le contrôle des États-Unis, prêts à dépasser les frontières. Comme on l'a vu, dans le contexte géopolitique actuel, la question de souveraineté numérique est devenue centrale. C'est pourquoi j'ai souhaité m'associer à Infomaniac, un des leaders européens du cloud, qui sponsorise cette vidéo. Vous les connaissez peut-être pour leurs services utilisés par des millions d'utilisateurs, comme Swiss Transfer, et aujourd'hui, je voulais vous parler de Euria, leur assistant IA éthique et souverain. Les intelligences artificielles font de plus en plus partie de nos vies, mais très peu de gens savent vraiment où vont leurs données, ni ce qu'elles deviennent après les avoir envoyées. Avec Euria, vos données restent privées, ne quittent pas la Suisse, et ne sont jamais utilisées pour entraîner l'IA. Vous pouvez l'utiliser comme n'importe quelle autre IA générative, mais sans dépendre des services américains, parce que Infomaniac est une entreprise suisse indépendante, contrôlée par ses employés, avec ses propres data centers en Suisse, alimentés exclusivement en énergie renouvelable et dont l'électricité est même récupérée pour chauffer des foyers à Genève. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, Euria peut vous aider à résumer de longs documents, organiser vos mails ou simplement répondre à vos questions en toute confidentialité. Euria est accessible gratuitement via le lien en description, sans même créer de compte, et avec mon code ArthurJean, vous pouvez bénéficier de moins 80% sur l'offre Mac et Suite Plus pendant 1 an, qui vous donne accès à 6 Tera de stockage cloud et des fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle. Merci à Infomaniac de soutenir mon travail. Revenons un peu en arrière, au 19e siècle, dans une période surnommée le Gilded Age, l'âge doré. À l'époque, les États-Unis ne ressemblent pas à ça, ils ressemblent plutôt à ça, puis à ça, ou encore à ça, seulement 20 ans plus tard. Le pays est en pleine conquête de l'Ouest, des agrandissements successifs qui génèrent, en parallèle de l'industrialisation, beaucoup d'opportunités. C'est dans ce contexte qu'apparaît un nouveau type de grande fortune, des entrepreneurs qui profitent de la faiblesse des lois pour se fabriquer des monopoles ou des quasi-monopoles dans des secteurs stratégiques. Par exemple, il y a Cornelius Vanderbilt qui s'empare d'abord du transport maritime de la côte Est par des manœuvres brutales, puis verrouille l'axe ferroviaire stratégique New York, Buffalo, Chicago. Il y avait aussi Jay Gould qui de son côté utilisait la spéculation et les combines financières pour s'approprier la moitié du réseau ferré du Sud-Ouest. J'en parle dans ma vidéo sur Wall Street si ça vous intéresse. Ou encore le fameux John Rockefeller qui à peu près à la même période fonde le premier vrai monopole industriel des États-Unis avec la Standard Oil Company qui a contrôlé jusqu'à 90% du pétrole du pays. Et il faut dire que, pour se constituer un empire national, Rockefeller a dû innover. Quand il achète la Standard Oil en 1863, ce n'est encore qu'une petite raffinerie à Cleveland. Puis il négocie secrètement des rabais sur le transport ferroviaire de son pétrole, ce qui lui permet à la fois de baisser ses prix et de forcer ses concurrents à vendre à perte. Le but, c'est de les couler pour les racheter. Pourtant, Rockefeller comprend vite que son stratagème a des limites. Aux États-Unis, à cette période, on n'a pas le droit d'étendre son groupe au-delà des frontières d'un État. Pour régler ce problème, son avocat lui donne une idée, créer une sorte de holding qui réunirait toutes ces entreprises. C'est comme ça qu'est né pour la première fois ce qu'on appelle un trust, une entreprise ayant une position dominante sur son secteur. C'est rendu possible grâce à un système dans lequel des tas de petites entreprises indépendantes sont contrôlées par une seule structure centrale, autrement dit, un monopole sans en avoir l'air. Alors en fait, un trust, c'est une association entre différentes entreprises qui sont sur un même marché et qui s'accordent à contrôler les prix, de sorte que ces prix ne soient pas des prix concurrentiels, c'est-à-dire qu'en gros, ces entreprises, au lieu de se faire concurrence, elles décident de fixer un prix qui serait un prix de monopole et qui donc est censé plus ou moins
léser le consommateur, puisque le prix ne sera pas aussi faible que si les entreprises se faisaient concurrence. Comme il n'y a plus de véritable concurrence, ils permettent de prendre le contrôle du marché, de fixer son prix, et avec ça, d'engendrer un max de profit. From just 1895 to 1904, thousands of manufacturing firms merged into just 157 corporations. Et c'est ça qui permet à Rockefeller de devenir l'homme le plus riche que la Terre n'ait jamais porté. Il deviendra d'ailleurs le premier milliardaire de l'histoire, au début du XXe siècle. Dans la foulée, cette formule est donc imitée par beaucoup d'autres. Alimentation, matières premières, transport, aucun secteur n'est épargné par le mouvement des trusts, et à mesure que la fortune de quelques-uns augmente, les inégalités explosent. Between 1860 and 1900, the richest 2% of American families own 1/3 of the nation's wealth. These bare-knuckled businessmen rule industry, Wall Street, and Washington. Ces nouvelles grandes fortunes sont alors vite surnommées les barons voleurs. Les petites entreprises disparaissent, soit rachetées par les plus gros, soit coulées. Le salaire moyen, contrôlé par quelques-uns, ne dépasse pas 2 $ par jour et les coûts quotidiens explosent. Pour les agriculteurs du Sud et du Midwest, très dépendants du rail pour écouler leur production, les trusts aggravent un problème qu'ils dénonçaient déjà avant. Dans les années 1880, ils sont donc encore plus nombreux à protester contre les monopoles, jusqu'à atteindre des centaines de milliers. Ils posent ainsi les bases d'un nouveau courant de pensée aux États-Unis, le progressisme, et dans la presse, ce mouvement trouve un relais. On se souvient aujourd'hui du Gilded Age pour ses nombreuses caricatures dénonçant les disparités créées par les barons voleurs. Les journalistes et les dessinateurs critiquent de plus en plus l'inaction du Congrès, d'autant que, tout le monde le sait à l'époque, les sièges du Sénat s'obtiennent à coups de billets verts. En 1890 pourtant, le sénateur John Sherman décide quand même d'y plaider leur cause. Devant 99 confrères, il lâche « Si nous ne pouvons pas tolérer un roi comme pouvoir politique, nous ne devons pas tolérer un roi qui contrôle la production, le transport et la vente des biens de première nécessité. Si nous ne voulons pas nous soumettre à un empereur, nous ne devons pas nous soumettre à un autocrate du commerce ayant le pouvoir d'empêcher la concurrence et de fixer les prix de n'importe quel produit. » Le projet de loi qui porte son nom, le Sherman Act, est adopté quelques mois après. Cette loi est historique, c'est la toute première de l'antitrust américain. Et l'âge doré laisse alors place à ce que l'on appelle, vous l'avez vu venir, l'ère progressiste. Le problème, c'est que cette nouvelle législation est assez vague. Elle interdit, je cite, les complots visant à restreindre le commerce et l'action de monopoliser, c'est-à-dire l'exclusion active des concurrents, mais elle oublie de définir les termes trust ou monopole. Rien n'entrave donc vraiment le pouvoir de ces 320 firmes qui contrôlent alors 40% de l'industrie. L'homme qui possède le monopole de l'acier va le rappeler, il s'appelle Andrew Carnegie, c'est un des barons de l'époque les plus célèbres, et le 6 juillet 1892, il n'hésite pas. Il fait tirer sur plusieurs de ses salariés qui voulaient se syndiquer. Et à ce moment-là, Carnegie n'est d'ailleurs pas le seul à faire parler de lui. Au début du XXe siècle, la baisse du coût du papier a permis à un nouveau genre de journalistes d'émerger. On les appelle les muckrakers, ou ratisseurs de fange en français. Et leur credo, c'est notamment d'enquêter sur les activités des grosses fortunes. Certains les voient comme les fondateurs du journalisme d'investigation. Parmi eux, on trouve Frank Norris qui révèle en 1900 le pouvoir abusif des compagnies de chemin de fer sur les agriculteurs. On note aussi Lincoln Stephens qui en 1902 s'attaque aux politiciens de la ville de Saint-Louis, corrompus jusqu'à la moelle par les industriels. Ou encore Ida Tarbell qui la même année commence à publier une longue enquête qui va tout changer. Elle concerne le plus grand monopole de l'époque, celui de la Standard Oil Company, le fameux monopole de Rockefeller. Dans une série d'articles, la journaliste dévoile comment le magnat du pétrole a fondé son empire. Elle révèle les accords secrets avec les compagnies de transport ferroviaire et le sort qu'il a réservé à ses concurrents. Mais elle révèle surtout que ces mauvaises pratiques ne se sont jamais arrêtées. Début 1900, Rockefeller continue d'asphyxier financièrement les entreprises qui refusent de se soumettre. Il appelait ça donner un bon coup de sueur. Ces révélations font l'effet d'une bombe. Partout aux États-Unis, on réclame la dissolution de la Standard Oil. Et c'est gagné, pas longtemps après, le gouvernement lance une enquête pour pratiques anticoncurrentielles. Car à mesure que les muckrakers enquêtent, le mouvement progressiste gagne du terrain. Désormais, il est même à la Maison-Blanche depuis l'élection de Theodore Roosevelt en 1901. Roosevelt n'est pas à proprement parler contre les monopoles, mais il souhaitait quand même éviter que des hommes d'affaires deviennent assez puissants pour échapper au contrôle politique. Faire appliquer le Sherman Act devient donc une de ses priorités. En 1904, cette chasse au monopole mène au démantèlement de Northern Securities Company, leader dans le domaine des transports du Midwest. En 1905, celui de Swift & Co., le géant de la viande, et en 1911, après des années de lutte judiciaire, celui de la Standard Oil Company. Enfin, ces exploits donnent d'ailleurs envie à ses successeurs, et dans les décennies qui suivent, il se charge de renforcer le droit en prenant des autres mesures. Avec d'abord le Clayton Act, qui dès 1914 interdit certaines pratiques de manière plus précise que le Sherman Act, et surtout il crée la FTC, Federal Trade Commission, c'est une sorte de police des entreprises, dont le but est de s'assurer de l'application du Sherman Act et contrôler les pratiques anticoncurrentielles. Le combat continue pendant des décennies, même en 1950, Harry Truman signe le Seller-Kefauver Act, qui permet de régler le problème à la racine en interdisant plus facilement les fusions et acquisitions. La politique antitrust passe alors un nouveau cap.
Pour protéger les petites entreprises, on n'était plus seulement contre les complots visant à restreindre le commerce. On menait une sorte de guerre contre toutes les entreprises qui avaient une part de marché trop importante. Même les entreprises qui ne dépassaient pas les 8% pouvaient être en danger. Quand on compare ces politiques au laisser-faire d'aujourd'hui, c'est assez incroyable. On était dans l'âge d'or de la politique antitrust, et à ce moment-là, rien semblait prêt à l'arrêter. Ou presque. Car dans les années 60, un groupe d'intellectuels critiquait de plus en plus l'interventionnisme de l'État. Ils sont pour la plupart économistes à l'université de Chicago et pensent que les monopoles ne sont peut-être pas si négatifs que ça. We had robber barons then and we have robber barons today. But there's a big difference between the robber barons then and the robber barons today. The robber barons today are in large part able to get their money by sending a policeman to take the money out of your pocket. Now that's a figurative expression, not a literal expression. But how do you become wealthy today? By getting government assistance. Parce qu'après tout, si une entreprise domine, c'est peut-être parce qu'elle est la meilleure. Parmi les têtes d'affiche de ce mouvement de pensée, on retrouve Milton Friedman, qui prône un libéralisme radical, fondé sur le laisser-faire. If you examine the sources of monopoly and oligopoly, you will find that almost all those sources are government intervention. Encore une fois, j'en parle dans ma vidéo sur Wall Street, si vous ne l'avez pas vu, sa philosophie a eu un grand impact sur la finance américaine. Mais aussi George Stigler, qui assure que la régulation avantage les grandes entreprises, vu qu'elle constitue un frein à l'entrée des concurrents. Ou encore le juriste Robert Bork, qui lâchait dans un article en 1966 que personne n'avait rien compris aux lois antitrust, et que plutôt que d'essayer de protéger les petites entreprises, elles devraient se concentrer sur le pouvoir d'achat des consommateurs. En gros, tant que les prix restent bas et que les consommateurs sont satisfaits, on ne devrait pas vraiment se soucier de la taille de l'entreprise ou du manque de concurrence. Une idéologie appelée aujourd'hui l'école Chicago qui fait de l'effet dans le département de la justice américain, dont plusieurs juristes de Chicago faisaient partie à l'époque. Il va y avoir à ce moment-là un tournant qui va être de dire finalement les monopoles ne sont pas forcément mauvais en soi. Ils ne sont mauvais que s'ils font du mal aux consommateurs, et donc on n'est pas forcément obligé de les réguler. Les fusions-acquisitions sont donc moins souvent rétorquées et les procès se font plus rares. Pour les Américains, ce n'est pas forcément un problème. À partir des années 70, la politique antitrust est moins une priorité. La faute à un choc pétrolier qui, en 73, frappe les États-Unis de plein fouet. L'économie est alors au plus mal. Le chômage explose et les grandes villes américaines sont désertées. We don't have inflation because the people are living too well. We have inflation because the government is living too well. Pour les Américains, il n'y a plus un doute, les conditions économiques demandent un changement politique, et vite. Le moment parfait pour faire venir un candidat charismatique avec un slogan qui marque. Make America great again. Le 4 novembre 1980, Ronald Reagan est élu après avoir appelé 44 des 50 États américains. Regardez cette carte électorale, c'est historique. Il le sait, pour relancer l'économie, il est attendu au tournant, et pour y arriver, il a un plan. We're going to turn the bull loose. Baisser les impôts, maîtriser les dépenses publiques, mais surtout réduire l'interventionnisme de l'État pour relancer l'esprit d'entreprendre du peuple américain. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Et durant son mandat, c'est ce qu'il fait. La Maison-Blanche publie de nouvelles règles pour les fusions et acquisitions, et la division antitrust du département de justice fait face à des coupes budgétaires drastiques. Conséquence, le nombre de procès et condamnations chute. Il faut dire aussi que dans les tribunaux, cette politique dérégulatrice reçoit un coup de pouce, puisque les idées du président ne sortent pas de nulle part. Beaucoup des nouveaux juges sont formés sous l'influence de Robert Brock, justement de l'université de Chicago. Pendant plusieurs années, les partisans de cette doctrine n'ont pas chômé. Ils ont organisé des séminaires à l'intention des juges, avec des voyages tout frais payés en Floride et hôtels de luxe. Les meilleures conditions pour s'initier aux théories de Robert Brock. Avec cette idée, encore une fois, que si une entreprise domine, c'est peut-être parce qu'elle est la meilleure, et avec son fameux bien-être du consommateur, qu'il résume désormais dans un livre devenu célèbre, The Antitrust Paradox. Well, the antitrust laws have been increased and added to over the years, and I think it is quite arguable, in fact I've argued, that we've now gone much too far in regulating business through antitrust. We're now producing results and inefficiencies that are harmful to consumers rather than beneficial. Les tribunaux ont donc de plus en plus tendance à juger un monopole non pas sur sa situation réelle sur le marché, mais plutôt en fonction du bien-être qu'il apporte à leurs clients. I think it's important to understand that there isn't any sense or feeling about the bigness of being badness per se. There isn't any real sense that the objection to mergers generally in the United States, if it's going to mean more and better business efficiency, better service to the consumer,
cheaper prices to the consumer, better products to the consumer. Vraiment, je veux insister là-dessus, mais les années Reagan ont vraiment changé la donne. Il a planté les graines de presque tout ce que les États-Unis vivent aujourd'hui. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez une vidéo dédiée à son impact sur le pays. Pourtant, l'idée qu'un monopole c'est mieux que plein de concurrents, ça tient pas la route. Ça a même été prouvé par le seul succès antitreuse de la période. On est le 8 janvier 1982 et ce jour-là, une annonce historique tombe. Le géant des télécoms AT&T va être démantelé après un procès initié 10 ans auparavant. Sa mission, jusqu'alors, était de louer leur téléphone aux Américains et d'assurer tous leurs appels courtes et longues distances, un peu comme le faisait France Télécom en France. Yep, we're a monopoly for sure, but we're a regulated monopoly, which means that the government grants us permission to be a monopoly while approving the prices we charge and the services we offer to customers. Regulated monopoly works well in communications because you don't duplicate facilities and you produce real economies over the long haul. Si vous vouliez communiquer à distance aux États-Unis, pas d'autre choix que de passer par leur service. 3 out of 4 phones in the country are Bell. Bell assets are worth 12 times Fort Knox. I mean, we're big. Yet, you gotta be big to meet a big nation's needs. Un monopole dont il s'est évidemment servi pour évincer ses concurrents. MCI, which charges up to 50% less than Bell, argued that AT&T tried to put it out of business by refusing to provide equipment needed for long-distance transmission. A key exhibit, AT&T's own notes of a 1972 Florida meeting by company executives in which one said, "Let's choke them off before they get started." Pendant le long procès, le président de AT&T prévient, laisser place à la concurrence ne serait pas une bonne chose pour le consommateur. I had the conviction and taken the position in more than one forum that the country in the long run will be sorry. I find it difficult to believe that things will work as well in the future as they have worked in the past. Il ne pouvait pourtant pas être plus loin de la vérité. Dans les années qui suivent, les effets positifs de ce démantèlement sont multipliés. Les prix baissent, l'innovation reprend, ça mènera à la révolution d'Internet quelques années plus tard. Mais même si AT&T est démantelé pendant la présidence de Reagan, il s'agissait de l'aboutissement d'un long procès initié à l'époque de Jimmy Carter. Le dernier de ce genre à aboutir en réalité. Dans les années 80, c'est la doctrine du bien-être consommateur, venue de Chicago, qui continue de se diffuser. Et en partie grâce à ça, le monde des entreprises est bientôt agité du bouillonnement chaotique de nouvelles startups. Parce qu'en parallèle de tout ça, le mythe du self-made man s'est payé une nouvelle image. Celui des plus en plus nombreux entrepreneurs à succès de la Silicon Valley. 6 years ago, working in this garage, Jobs and a high school classmate quit their positions at large electronic companies and using tiny silicon chips built this small computer board. It became the technical core of the Apple computer and led to a $250 million business and the most popular typewriter-sized computer on the market today. Jobs is now only 26 years old, is Apple's chairman of the board, and is successful, he says, because of the Silicon Valley's entrepreneurial risk culture. Les startups californiennes fascinent les médias et souhaitent justement détrôner les géants historiques de la tech comme IBM, en rendant la technologie accessible à tous. Donc à ce moment-là, difficile de vouloir limiter leur développement. Elle ne semble menaçante pour personne, sauf les acteurs historiques de la tech. Et logiquement, pendant la bulle Internet et sa multitude de services gratuits, rien n'est fait pour limiter la croissance des jeunes entreprises de la tech. On l'a vu en 1998 quand Microsoft s'est retrouvé devant les juges fédéraux. L'entreprise possédait alors 90% des parts de marché dans le domaine des PC et elle est accusée d'en avoir profité pour imposer son propre navigateur, Internet Explorer. Tout ça en manigançant pour détruire un de ses concurrents. Computer emails show Microsoft first tried to join forces with Netscape. When Netscape refused, Microsoft allegedly launched a relentless campaign to destroy the company, telling one of its business partners, "How much do we have to pay you to screw Netscape? This is your lucky day." Et après 2 ans de procédure, le jugement tombe, le juge fédéral ordonne le démantèlement de Microsoft. Pourtant, lors de l'appel, un mot prononcé à 2 reprises par Bill Gates change tout, le consommateur. Despite this ruling, we believe the courts will ultimately find that all of Microsoft's actions have been completely legal and good for consumers. We don't think this decision matches the reality of the high technology industry, the intense competition, the rapid innovation, and lots of consumer benefits. Pour le juge fédéral, le dirigeant touche alors à un point sensible. Dans cette affaire, Netscape souffre, mais l'utilisateur, lui, a obtenu un navigateur directement intégré à son ordinateur, et un navigateur gratuit qui plus est. Le démantèlement est annulé, Bill Gates a gagné, et au passage, la doctrine de l'école de Chicago et du bien-être consommateur règne. Pour les géants de la tech, qui proposent eux aussi des services gratuits, il faut pas en dire plus. Dans les décennies qui suivent, Apple, Google, Facebook et bien d'autres, tous sortent le chéquier pour absorber leurs concurrents. Between 1982 and 2012, market concentration across all of these industries increased.
sometimes by triple-digit percentages. Between 1996 and 2016, the number of companies on the stock market fell by half. Also, since 1996, the FTC has challenged fewer and fewer proposed mergers that would leave only 5 or 6 major firms in an industry. On assiste même à un appauvrissement massif du secteur, parce que outre ces rachats ultra médiatisés, c'est en fait toutes les petites startups qui peuvent être visées. Dans la Silicon Valley, on ne s'embête plus à créer des startups pour innover et grandir. If you're building something that hasn't quite been done and has this unique aspect, you have a chance to create a monopoly, which is how one really does well in business. If you have an area where there's a one-of-a-kind business that dominates it, it will tend to be a unique and very valuable business. Un des buts premiers, c'est d'être racheté pour une somme énorme, et puis ensuite fonder une nouvelle startup et recommencer. Today we have some exciting news for you. We've been acquired by Google. Pas juste par amour de l'argent, mais parce que tout le monde sait qu'il sera impossible de concurrencer des géants. Les Big Tech poursuivent 2 objectifs contre lesquels elles ne peuvent pas lutter. D'abord, éliminer la concurrence pour consolider leur position de leader. Écoutez ce que déclarait un exécutif de Facebook en 2022. Nous allons dépenser 5 à 10% de notre capitalisation boursière tous les 2 ans pour consolider notre position. Je déteste le terme accaparement de territoire, mais je pense que c'est l'argument le plus convaincant et nous devrions l'assumer. Mais surtout, leur deuxième but, c'est de renforcer leur dominance en étendant leur secteur d'activité. De 2010 à 2019, sans que le gouvernement ne bouge, c'est pas moins de 819 fusions et acquisitions qui sont réalisées par seulement 5 grands acteurs de la tech. Une stratégie qui leur permet en 2019 d'être vraiment partout. Par exemple, Amazon, qui a commencé en vendant des livres, est maintenant dans le divertissement, le fret aérien, le textile, le cloud et même les produits pharmaceutiques. En fait, c'est difficile de trouver un secteur dans lequel Amazon n'est pas présent. Google, leader des moteurs de recherche, qui fait de la publicité en ligne, de la domotique, de l'IA et du divertissement, puisque vous regardez cette vidéo sur YouTube, et le tout en fournissant le système de la moitié des téléphones vendus dans le monde. Si vous voulez vous passer de Google, bon courage. Facebook est devenu encore plus important au niveau des médias sociaux, en rachetant et copiant tous ses concurrents. Je vous renvoie vers ma vidéo sur Mark Zuckerberg, mais surtout, ils font aussi du service aux entreprises, de la réalité virtuelle, des crypto-monnaies, de l'IA, et d'ailleurs, leurs services sont devenus une de nos premières sources d'information. Et Apple, lui, s'est consolidé en intégrant à ses activités des services financiers, de divertissement, ou encore de presse avec Apple News. Une présence à plein de niveaux, donc, qui le permet d'être incontournable pour plein d'industries, indispensable pour plein de gens. A lot of small businesses live in constant terror and fear. Terror of constant Amazon. terror of Amazon, because they know that with the press of a single button, a business can see its sales drop by 80% or 90%. Overnight, a business can be looking at bankruptcy or liquidation if it gets on the wrong side of Amazon. Et ils n'y sont pas parvenus tout seuls. Ils sont rachetés par des entreprises prometteuses pour inclure leurs services dans leurs offres. Et d'autres ont été rangés au placard, car trop menaçantes. Apple's the empire of the smartphone with all its attendant services. Facebook's the repository of your identity. Amazon's the online mall backed by cloud infrastructure, and Alphabet is all things search. Now, these companies have all created incredible products that we can't live without. They're gargantuan businesses that are, for the most part, loved and respected by the most important people, their customers. Are they monopolists? I honestly don't care. I don't. Wake me up when someone else can do it better. Mais pour les géants du numérique, ça leur permet surtout de réaliser un objectif premier, se rendre indispensable, et donc devenir encore plus riches. Et ça tombe bien, car depuis quelques temps, ils ont un nouveau poste de dépense pour protéger leurs intérêts. Back now with news of a big change in American politics, one you will almost certainly see on your TV. The U.S. Supreme Court today overturned laws on the books for nearly a century and ruled that corporations can spend freely now on political campaigns. Those who like this decision say it's a victory for free speech. Those who don't say campaigns will now be drowning in corporate cash and influence. Oui, depuis 2010, ce qu'on appelle les super PAC permettent à des organisations de dépenser de manière illimitée dans les campagnes électorales et accessoirement, leurs dépenses de lobbying à destination du Congrès, elles aussi, ne cessent d'augmenter. Et si les dépenses en politique ont autant augmenté dernièrement, ce n'est pas pour rien, car en 2020, les Big Tech sont pour la première fois remises en question par le Congrès. Car depuis quelques temps, beaucoup d'Américains sont inquiets et font pression sur leurs représentants. The shift to online shopping and the growing dominance of big box stores and online retail giants like Amazon are threatening the livelihood of the small business community and the workforce across the state and the nation. Démocrates et républicains ont donc lancé une enquête pour évaluer leurs pratiques, savoir comment leur pouvoir affecte l'économie et la démocratie, mais aussi déterminer si les lois antitrust sont suffisantes. Devant les patrons de la tech, ils le savent, ils doivent montrer tout leur poids politique. Do you swear or affirm under penalty of perjury that the testimony you are out to give is true and correct to the best of your knowledge, information, and belief, so help you God? Yes. Yes.
Their ability to dictate terms, call the shots, upend entire sectors, and inspire fear represent the powers of a private government. Les auditions terminées, ce travail est suivi quelques mois après de la publication d'un rapport. Dedans, les membres du Congrès enchaînent les révélations. On apprend par exemple que Facebook est un habitué des coups de pression. Instagram's founder seemed to think that was a threat. He confided in an investor at the time that he feared you would go into, quote, destroy mode if he didn't sell Instagram. Mais aussi qu'Amazon détourne les données de vendeurs pour lancer ses propres produits, qu'Apple utilise son magasin d'applications pour espionner les développeurs et les copier, ou encore que Google favorise toujours ses services. Bon, ça, ce n'est pas vraiment une surprise. Les membres du Congrès font d'ailleurs plus que ça. Ils affirment que l'ère des barons voleurs est revenue. These modern-day robber barons are growing their power through anti-competitive means. America is in a monopoly moment. Dans la foulée, on initie plein de procès et plein de projets de loi. A federal judge has just ruled against Google in a massive antitrust lawsuit. That suit involves its core business, online searches. Et rapidement, on se rend compte que ces projets ne vont pas donner de vrais résultats. Car en plus du célèbre bien-être consommateur de l'ère Reagan, qui les protège encore aujourd'hui, les géants de la tech sont surtout parvenus à obtenir un pouvoir supplémentaire que les barons voleurs n'avaient pas. According to an analysis done by the Washington Post, the 100 wealthiest Americans spent $1 billion in federal election donations. And the vast majority of all of that money, all of that spending, 80% of it, is going to just one political party, the Republicans. Pendant la campagne présidentielle de 2024, les géants de la tech investissent des centaines de millions de dollars dans leur candidat favori, celui qui menace le moins leurs intérêts. Elon Musk, the biggest political donor in history, gave a total of $288 million to help elect Donald Trump. Et ça, le camp républicain le sait. Certaines promesses électorales leur sont directement adressées. Par exemple, le choix de J.D. Vance comme vice-président n'est pas un hasard. Il a lui-même un passé d'investisseur dans la Silicon Valley et a longtemps été financé par Peter Thiel, cofondateur de Palantir, premier investisseur de Facebook et figure majeure du capital risque dans la région. At the same time, Peter Thiel also financially backed J.D. Vance, sort of a protege of his that he had given a number of jobs to in California. He then pumped $15 million into a J.D. Vance for Senate race in Ohio that Mr. Vance otherwise had absolutely no shot at. It was the largest amount ever given to boost a single Senate candidate ever. Donald Trump aurait d'ailleurs reçu un appel de Elon Musk, le poussant à sélectionner Vance comme colistier. Ainsi, le 5 novembre 2024, Donald Trump rafle la majorité des États et durant son investiture, il le promet, il va Make America great again. Des propos dont les géants de la tech ne manquent pas une miette, car pour les remercier, Trump les a placés au premier rang, devant les membres de son gouvernement. C'est tout un symbole. Dans les mois qui suivent, le président fait d'ailleurs plus que ça. Il signe des décrets leur permettant par exemple d'agir comme des banques privées et dérégule massivement l'IA. Mais il permet aussi à Elon Musk d'avoir une sorte de ministère non officiel, le département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE. Well, Mr. President, you know, they say I wear a lot of hats. And as you can see, it's true. Even my hat has a hat. Alors spoiler, on attend encore de voir les 2000 milliards d'économies qu'il avait promis. Par contre, sa position lui a permis d'affaiblir encore plus les régulations du secteur de la tech. Pendant ce temps, à la Maison Blanche, la corruption ne s'arrête pas. It's engraved for President Trump. It's a unique unit of one. It's 24 karat gold, and it sits. I'll take the liberty of setting it up. Wow. Congratulations, Mr. President. Thank you so much. Entre un documentaire produit par Amazon sur la première dame, ou encore plusieurs dizaines de millions de dollars de dons pour construire une salle de bal surdimensionnée avec de l'or partout, les patrons de la tech défilent devant le président comme des suppliants venus quémander les bonnes grâces du souverain. I want to thank you for including me this evening. It's incredible to be among everyone here, particularly you and the First Lady. Well, thanks for hosting us. I mean, this is quite a group to get together. Thank you for being such a pro-business, pro-innovation president. It's a very refreshing change. We look forward to working together and thanks for your leadership. Thank you for incredible leadership. Certains sont prêts à annoncer des chiffres d'investissement bidons tant que ça fait plaisir au président. How much are you spending, would you say, over the next few years? Oh gosh. I mean, I think it's probably going to be something like, I don't know, at least $600 billion through 28 in the US. Yeah. It's a lot. No, it's significant. En échange, le secteur de la tech est récompensé. Des régulations d'abord, mais aussi contrats gouvernementaux très lucratifs. Mark, you're building some buildings that are as large as Manhattan. That was pretty good, right? La NASA continue de s'appuyer sur SpaceX pour envoyer des fusées. Starlink va être utilisé par les contrôleurs aériens, pendant que le fisc, la CIA et le Pentagone utilisent l'IA de Google et d'Elon Musk. Today, we're excited to announce the next frontier AI model company to join
GenAI.mil, and that is Grok from xAI, which will go live later this month. Et ça ne risque pas de s'arrêter. Des dizaines de millions de dollars ont déjà été investis par les big tech dans les élections de mi-mandat de 2026. Les entreprises de la tech sont désormais partout, bien au-delà de leurs industries respectives, avec une emprise sans précédent sur les institutions gouvernementales. We're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Dernier exemple en date, avec le rachat des studios Paramount par le fils de Larry Ellison, le fondateur de Oracle détient désormais la chaîne d'information CBS, chaîne pour laquelle la famille Ellison a promis de changer la ligne éditoriale si l'administration Trump acceptait leur acquisition. Forcément, le message est passé et personne ne s'est inquiété du pouvoir immense obtenu par la deuxième personne la plus riche du monde. Ainsi, aujourd'hui, la Silicon Valley ne contrôle plus seulement le système d'exploitation de votre ordinateur. Ce sont les films que l'on regarde, l'information que l'on consomme, un des seuls moyens de communiquer avec nos proches et le stockage de nos informations les plus précieuses. La puissance des leaders de la tech dépasse désormais largement celle des barons voleurs du Gilded Age, et chaque année, elle se rapproche de plus en plus de celle d'un État. Une montée en puissance qui semble loin de s'arrêter. Aux États-Unis, le bien-être consommateur de l'ère Reagan influence toujours les décisions d'au moins 40% des juges. Le pouvoir est plus que jamais un allié aux géants de la tech, que certains n'hésitent plus à appeler des oligarques. Et surtout, pas grand-chose arrive à la cheville de leurs outils. On a beau essayer de proposer des alternatives, personne ne peut faire face à leurs moyens colossaux. Ils sont devenus indispensables à nos modes de vie, y compris en Europe, et c'est aujourd'hui, alors que les relations avec le gouvernement américain sont de plus en plus tendues, que l'on se rend compte du danger. Une invasion fonctionnelle qui pose plein de questions de souveraineté. Que font-ils de nos données? Pourraient-ils utiliser notre dépendance à leur service pour faire pression sur notre politique? Et si oui, comment pourraient-ils le faire? Augmenter leur prix? Ou carrément les couper? C'est le genre de questions qu'on se pose alors que l'on frôle la guerre commerciale suite aux tarifs douaniers de l'administration Trump. Et pendant ce temps, depuis plusieurs années, les géants de la tech multiplient leurs dépenses de lobbying à Bruxelles. Leur objectif a toujours été clair, affaiblir nos réglementations pour se rendre indispensables au-delà des États-Unis et se faire plus d'argent. Mais depuis quelques temps, cela semble aller au-delà de ça, car certains semblent aussi poursuivre un but idéologique. Elon Musk particulièrement n'hésite pas à donner son opinion sur notre politique, à soutenir l'extrême droite du vieux continent ou appeler à abolir l'Union européenne, une idéologie complètement alignée aux occupants de la Maison Blanche. Musk s'est aussi servi du monopole de Starlink dans les satellites de télécommunications pour influencer la guerre en Ukraine par exemple. Et il n'est pas seul. Il y a pas longtemps, Peter Thiel, que j'ai cité plus tôt, était à Paris pour parler de sa vision de la démocratie et de l'antéchrist. I don't think we're ever in a cyclical world, but there are certainly certain parallels in the US in the 2020s to Germany in the 1920s, where liberalism is exhausted. One suspects that democracy, whatever that means, is exhausted, and we have to ask some questions very far outside the open window. En quelques années, les grandes entreprises de la tech ont réussi à immiscer leurs idées à la Maison Blanche, et ils ne comptent pas s'arrêter aux frontières américaines. On a déjà pu voir des premiers exemples inquiétants de la proximité de Big Tech avec le pouvoir américain, comme lorsqu'un procureur de la Cour pénale internationale a eu une mauvaise surprise en découvrant que son mail Microsoft avait été fermé, peu de temps après avoir pris une décision qui ne plaisait pas à Donald Trump. Le géant de Seattle, qui nie son implication dans cette affaire, a pourtant prévenu, il pourrait faire plus que ça. Microsoft s'est engagé juridiquement contre toute demande inappropriée aux données européennes. Est-ce que, en cas d'une injonction fondée américaine, vous êtes tenu de donner? Si la conclusion de tout ce processus que je vous ai décrit est qu'on est obligé de les donner, on les donnera. Encore une fois, ça n'est pas arrivé. Résultat, depuis quelques temps, les annonces de départ des outils américains se multiplient. D'abord au Danemark, qui craint des pressions autour de la question du Groenland, mais aussi en France. Mais tout ça ne sera clairement pas suffisant. Les services américains font partie de nos vies. Et même si on peut en remplacer quelques-uns, complètement s'en détacher paraît utopiste. Et pour moi le premier, j'y fus cette vidéo sur YouTube, j'en fais la promotion sur Instagram, et mon ordinateur, comme le vôtre, tourne sur un système américain. Donc ce serait hypocrite de ma part de dire le contraire. Le pouvoir tentaculaire des géants de la tech a déjà pris le contrôle des États-Unis et personne n'a rien fait pour les arrêter. Depuis l'élection de Ronald Reagan, les États-Unis ont considéré que la taille d'une entreprise n'était pas menaçante si le consommateur bénéficiait de prix bas. Près de 25 ans plus tard, il faut se rendre à l'évidence. Nous ne sommes clairement pas prêts pour le vrai prix que ce choix va nous coûter.